Colombie est à feu et à sang à cause de l'un des criminels les plus puissants et les plus dangereux de l'histoire. Pablo Escobar. Ce type était déchaîné. Le président colombien en personne est menacé. À la première occasion, il m'aurait tué. Basé sur le récit de témoins oculaires et fidèle à la réalité, voici l'histoire de la traque d'un tueur insaisissable et impitoyable. C'était un homme extraordinairement rusé. Suivez toutes les étapes, tous les rebondissements de cette situation de crise. Amérique du Sud, Colombie, Bogota. « 1991, les États-Unis déclarent la guerre au trafic de drogue. La ligne de front est située en Colombie, capitale mondiale de la cocaïne. Le pays fabrique 80% de la production planétaire. Et les États-Unis dépensent chaque année 170 millions de dollars pour éradiquer cette industrie. Les puissants cartels ripostent avec une extrême violence, grâce aux milliards que leur rapporte le trafic. L'année précédente, le conflit a fait 20 000 morts. La Colombie est au bord de la guerre civile. Le tout nouveau président colombien César Gaviria a fait campagne sur le thème de la lutte anti-drogue. Et il est bien décidé à reprendre la situation en main. Nous pouvons éliminer n'importe quelle organisation criminelle. C'est notre politique. La Colombie a traversé l'une des pires périodes de terrorisme que l'humanité ait connue. C'était une époque vraiment terrible pour le pays. Le président est partisan de mesures sévères, dont l'extradition vers les États-Unis pour que les ressortissants colombiens y soient jugés. Cette politique est controversée, mais nécessaire, car le système judiciaire national est gangréné par la corruption. C'était pratiquement impossible de faire condamner les barons de la drogue. À 250 km au nord-ouest de Bogota, à Medellín, les forces spéciales organisent une descente. Javier Peña, membre de l'agence américaine antidrogue, collabore avec une équipe colombienne. L'étau se resserre autour de l'un des principaux suspects. Une grande quantité de cocaïne était exportée vers les États-Unis et nous avions démasqué l'homme qui était responsable de ces livraisons. L'homme qu'il recherche est l'un des plus dangereux narcotrafiquants de Colombie. Son nom, Pablo Escobar. À l'époque, Pablo Escobar était le plus grand, le plus puissant et le plus violent des trafiquants de drogue qu'on avait jamais vu. Chaque jour, les usines d'Escobar inondent le marché américain de 2 tonnes de cocaïne. La violence liée à la drogue a dégénéré en véritable carnage. Après une enfance très pauvre à la campagne, Escobar est devenu le 7e homme le plus riche de la planète. Il mène une vie de playboy dans un ranch de 3000 hectares. Un caméraman professionnel filme sa vie quotidienne. Dans sa propriété, il n'a reculé devant aucune dépense. On y trouve notamment un zoo privé avec des animaux importés d'Afrique et un terrain d'aviation utilisé pour expédier de la drogue et faire venir des amis et des parents pour des réceptions fastueuses. Escobar est très proche de sa famille, notamment de sa sœur Marina. Quand Pablo était plus jeune, c'était un frère formidable.
Nous étions très proches. C'était quelqu'un de très sympathique que tout le monde respectait dans le quartier. Escobar est également un homme d'affaires malin, conscient de l'importance du soutien de la population. Les problèmes de notre société et de la population ne sont pas de la seule responsabilité de l'État. Il fait construire des stades de football et des écoles dans sa ville natale de Medellín. En distribuant ainsi de l'argent aux plus pauvres, il achète leur affection et leur loyauté. À l'époque, le héros national de la Colombie était un bandit. Nous ne pensions pas que c'était mal. C'était tellement formidable pour les pauvres d'avoir à manger. Subitement, ils recevaient de l'aide. On leur donnait de l'argent. Mais si quelqu'un se met en travers de sa route, Il torturait les gens, les brûlait, les amputait. Le message était « Voilà ce qui vous arrivera si vous me défiez ». la police, les juges et les hommes politiques ne sont pas à l'abri. Grâce à l'intimidation et au pot de vin, Escobar a étendu son contrôle au processus démocratique. Il envoyait ses hommes de main dire « Vous devez voter comme je le veux, sinon je vous fais abattre. Vous voulez de l'argent ?» Bien souvent, prendre des liasses de billets était plus simple que voir sa famille se faire tuer. En 1989, Escobar franchit un cap. Pour faire taire 2 informateurs, il fait exploser un avion de ligne en plein vol. 110 personnes perdent la vie. Il n'avait aucun scrupule à tuer des gens. Il le faisait sur un coup de tête. Il était notre cible numéro 1. Grâce à un tuyau, Peña et son équipe cernent une maison où il est censé se terrer. Les autorités doivent redoubler de prudence. Les hommes d'Escobar ont tué plus de 400 policiers. Dès lors, la traque a pris un tour plus personnel. Le plus dur, c'est de voir des amis se faire descendre, d'avoir des collègues qui meurent à cause de Pablo Escobar. En montant l'escalier, ils savent que leur cible est l'un des plus dangereux criminels qu'ils ont jamais traqué. Et Escobar ne se rendra pas sans se battre. Javier Peña et les forces spéciales colombiennes sont prêts à mettre la main sur Pablo Escobar. Il n'est pas là, il s'est enfui. Il n'y a personne. Le baron de la drogue leur a échappé. Il avait toujours un temps d'avance sur nous. À chaque fois, quelqu'un le prévenait et il déguerpissait. C'était rageant. Javier Peña n'est pas le seul à vouloir mettre Escobar hors d'état de nuire. Pour le président colombien César Gaviria, le capturer est bien plus qu'une question de sécurité nationale. 2 ans plus tôt, Luis Galán, un ami de Gaviria, était candidat à la présidence. Son programme prévoyait l'expulsion des patrons des cartels colombiens. Il a été abattu par les hommes d'Escobar. Son assassinat a même été filmé.
Escobar tuait tous ceux qui le dérangeaient. Et je suis sans doute le seul à lui avoir échappé. Je savais pertinemment qu'il m'avait en ligne de mire. À la première occasion, il m'aurait tué. Le président Gaviria sait qu'il n'y a qu'une seule manière de reprendre le contrôle de la situation. Pour le bien de son pays, il décide de négocier avec Escobar. Il fait une offre au plus célèbre des narcotrafiquants. Les termes du marché sont simples et généreux. Si Escobar accepte de se rendre, de cesser toute activité criminelle et de passer de 4 à 8 ans derrière les barreaux, l'État lui accordera une amnistie totale. Nous voulions libérer le pays de la campagne de terrorisme menée par Escobar. Escobar est intéressé, car une grâce présidentielle empêcherait l'agence antidrogue américaine de le poursuivre. Mais il y a une pierre d'achoppement. Le président pourrait revenir sur sa parole et le faire extrader vers les États-Unis, le livrant ainsi à un système judiciaire qu'il ne contrôle pas. La seule chose qui faisait peur à Escobar, c'était l'extradition. Il avait coutume de dire « Je préfère une tombe en Colombie à une cellule de prison aux États-Unis ». Le 19 juin 1991, après 7 ans d'intimidation, de violence et de corruption, Escobar parvient à ses fins. L'Assemblée constitutionnelle vote l'annulation de l'accord d'extradition avec les États-Unis. Escobar a bien sûr influencé cette décision. Désormais, les Colombiens ne peuvent plus être envoyés à l'étranger pour y être jugés. Plus rien ne l'empêche alors de profiter de l'offre du président Gaviria. Le jour même, il se rend. Les images font le tour du monde. Il y avait des hélicoptères, des gens qui souriaient, qui riaient. Et puis Escobar est monté dans un hélicoptère. Escobar en profite pour exiger que sa pseudo-prison soit située dans sa propriété, sur les hauteurs de Medellín, avec des gardiens choisis parmi ses hommes. Le complexe de grand standing devra être interdit d'accès à la police. Désireux de mettre fin au bain de sang, le président accepte à contre-cœur. Bientôt, des rires et de la musique s'échappent de cette prison de luxe. Il y avait une ambiance très festive, une très grande camaraderie entre les gens. On s'est bien amusé et c'était formidable que la famille soit réunie. Pour Javier Peña, ce marché est une parodie de justice. J'étais écœuré, vraiment dégoûté. Escobar se moquait des Colombiens, des États-Unis et du monde entier. Ce type prenait du bon temps. Il faisait la fête, il faisait venir des femmes, il pouvait même sortir si ça lui chantait. Ce n'était pas une prison. Juillet 1992. Un an a passé depuis sa reddition. Narguant le président Gaviria, Pablo Escobar continue à diriger son empire depuis sa prison. Nous avons commis une erreur. Nous avons sous-estimé la capacité d'Escobar à corrompre et à intimider. Même dans la prison, la corruption était généralisée. Ensuite, l'un des hommes les plus riches de la planète fait encore monter les enchères. Il soupçonne 2 de ses lieutenants de voler son cartel. Il convoque les hommes. Furieux de leur trahison, il se laisse emporter.
Un informateur m'a dit qu'Escobar en avait tué un de sa main et que l'un de ses hommes s'était chargé de l'autre. Pour le président, Escobar a dépassé les bornes. Gaviria décide de profiter de l'occasion pour reprendre la main. Nous avons réuni tous les responsables de la sécurité et nous nous sommes mis au travail dans le palais présidentiel, sans dormir pendant plusieurs jours. Un peu moins de 3 semaines plus tard, 400 soldats fédéraux cernent la prison pour arrêter Escobar une deuxième fois et l'emmener dans une vraie prison à Bogota. Les militaires sont accompagnés de 2 représentants du gouvernement. Ils présentent aux prisonniers l'ultimatum du président. Mais Escobar refuse de se rendre. Il prend les émissaires en otage et fait appel à son plus fidèle allié, sa sœur. Il m'a dit, Marina, le gouvernement colombien ne va pas respecter sa part du marché. Il demande à Marina d'appeler le président pour lui transmettre son message. Si l'armée ne bat pas en retraite, les otages seront abattus. Cette fois-ci, Gaviria est inflexible. Après tous les crimes qu'il avait commis et son refus d'honorer les termes de sa reddition, on ne pouvait absolument pas lui faire confiance. Quand Marina lui rapporte la mauvaise nouvelle, Escobar réalise que désormais, les jeux sont faits. Il a poussé le président dans ses derniers retranchements. Dehors, 400 hommes armés attendent de pied ferme le baron de la drogue. Ils n'ont pas conscience que malgré leur nombre, ils sont impuissants face à Pablo Escobar. Le bras de fer continue entre Pablo Escobar et le président colombien. Escobar semble pris au piège. Pourtant, il a encore de la ressource. À l'extérieur, de nombreux soldats sont à sa solde. Les autres hésiteront sans doute à s'attaquer à ce héros du peuple à la réputation sulfureuse. À 1h30 du matin, le baron de la drogue prouve qu'il n'a peur de rien. Accompagné de 9 gardes du corps, il sort tout simplement de sa prison et se volatilise dans la nuit, laissant les otages derrière lui. Personne n'a essayé de lui barrer la route ou de donner l'alerte. Cela m'a vraiment affligé. C'est un nouveau camouflet pour le président Gaviria. Escobar est en cavale, protégé par sa fortune et le pouvoir qu'elle procure. Il n'y avait rien à faire à part reconnaître nos erreurs. Regretter que ces gens aient trompé la justice colombienne et prendre la décision de pourchasser Escobar jusqu'à sa capture. Gaviria fait appel au seul homme qui peut alors l'aider. L'ambassadeur américain Maurice Busby. Le lendemain matin, je suis allé voir le président. Il était attristé par la corruption flagrante qui l'avait empêché de faire sortir Escobar de sa fausse prison.
Gaviria demande aux États-Unis de l'aider à capturer Escobar, en recourant à toutes les méthodes à leur disposition. Le président Gaviria m'a dit « Nous avons besoin d'aide. Je ne sais pas quelles restrictions vous sont imposées, mais en tant que président de la République, je vous en libère. Faites entrer ce que vous voulez dans ce pays. » Maurice Busby contacte la Maison-Blanche et demande l'autorisation de mener des opérations de grande envergure à Medellín. En quelques heures, des renforts arrivent. Nous avons fait venir en Colombie la technologie la plus sophistiquée de notre arsenal, spécialement conçue pour ce type de mission. 23 juillet 1992. Une équipe d'intervention détachée de l'unité américaine d'espionnage électronique est envoyée sur place. Sa mission, localiser Escobar dans une ville de 2 millions d'habitants. Ensuite, la police colombienne, assistée de l'agence américaine antidrogue, entrera en action. À bord de ce petit avion se trouve un système de surveillance téléphonique dernier cri. Au sol, Peña et son équipe attendent, prêts à fondre sur leur proie. Cette technologie est top secrète, mais son principe est simple. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance vocale capable d'isoler une seule voix au milieu de milliers d'appels téléphoniques simultanés. Si Escobar décroche un téléphone, l'équipe le saura en quelques secondes. L'avion va sillonner le ciel en attendant que l'ennemi public numéro 1 se trahisse. « 6000 mètres plus bas, Escobar se croit de taille à jouer à cache-cache avec les autorités. Après des années à la tête d'un cartel de la drogue, il sait parfaitement que les conversations téléphoniques sont risquées. Allô? Si. Au-dessus de Medellín, le système capte une voix. C'est bien Escobar. Des récepteurs cachés dans la pointe des ailes et le fuselage de l'avion déterminent la direction du signal. Le pilote commence à voler en arc. Il faut relever autant de positions que possible pour pouvoir déterminer précisément l'emplacement de la cible. Dans le temps qu'il faut à l'avion pour faire un demi-cercle, le système peut localiser Escobar dans un rayon de 100 mètres. 3 minutes suffisent. Au bout de 2 minutes, Escobar raccroche et poursuit sa conversation sur un autre téléphone. En temps normal, cette tactique suffirait à brouiller sa trace. Mais Escobar ne connaît pas cette nouvelle technologie américaine. Immédiatement, l'équipe isole de nouveau sa voix. L'avion termine son demi-cercle. Escobar doit encore parler 40 secondes. Bingo. Il est dans une banlieue de Medellín appelée Tres Esquinas, à environ 6 km de son ancienne prison. Javier Peña et les soldats colombiens se préparent à donner l'assaut. C'était l'occasion rêvée. On le tenait. Il était repéré. Mais l'endroit est une cité où résident des milliers de personnes. C'était un rayon de 4 pâtés de maisons avec des centaines d'appartements. Comment le débusquer là-dedans?
Les hommes sont persuadés qu'Escobar se cache quelque part ici. Mais à Medellín, après tout ce qu'il a fait, personne ne le trahira. Personne n'aidera les autorités. Les gens le protégeaient. Pour nous, c'était une immense déception. Immense. Retour à la case départ. Les Américains viennent de réaliser que cette capture sera plus difficile que prévu. Je me suis dit qu'il allait falloir prendre des mesures extraordinaires contre lui. Ils optent pour une autre stratégie. 600 agents colombiens commencent à être entraînés par des hommes de l'unité d'élite américaine Delta Force. Le nouveau groupe d'intervention utilisera les tactiques des forces spéciales. Il est composé d'hommes sélectionnés avec soin, hors de Medellín. Son nom de code est Search Block. Sa mission, ramener Escobar, mort ou vif. Cela fait maintenant 2 mois qu'Escobar est en cavale. Le gouvernement colombien, secondé par l'armée américaine et sa technologie de pointe, a mis en place une unité spéciale pour le traquer. Elle est placée sous l'autorité d'un Colombien, le colonel Hugo Martinez, qui ne se fait aucune illusion sur l'ampleur de sa tâche. C'était très difficile, très risqué, notamment parce que tous ceux qui s'étaient attaqués à Escobar étaient morts ou avaient été la cible d'attentats. Au lieu de s'en prendre au patron du cartel, Search Block commence par viser ses associés. Cette tactique est payante. Les 2 premiers mois, les hommes de Martinez arrêtent 12 membres de l'organisation et saisissent plus de 2,5 millions de dollars en liquide. Escobar contre-attaque. Il décide de combiner ses 2 armes les plus redoutables, l'argent et le soutien populaire. Ils mettent alors en place un système de chasse à l'homme qui repose sur de sinistres récompenses. Le meurtre d'un simple policier rapporte 1 000 $. Le colonel Martinez en vaut 30 000. Et la récompense atteint 300 000 $ pour Javier Peña ou tout autre agent américain. Javier Peña apprend que sa tête est mise à prix. Bien sûr que j'avais peur. Je mentirais si je vous disais le contraire. Une guerre sanglante éclate dans les rues de Medellín. Chaque jour, des policiers se faisaient tuer et des voitures explosaient. À la fin de l'année, on dénombre 65 morts dans les rangs de la police. Martinez a rejoint Peña et Gaviria dans leur haine viscérale du baron de la drogue. Ce n'était plus seulement une cible de la police et du gouvernement. Il était devenu mon ennemi personnel. Mais pour Escobar, le prix à payer est de plus en plus exorbitant. En fuite jour et nuit, constamment sur ses gardes, il n'est plus le milliardaire qui se croyait intouchable. Et il commence à en souffrir. Sa sœur Marina le supplie de se faire une raison. J'ai dit, Pablo, pourquoi tu ne te rends pas? Regarde autour de nous, regarde ce qui se passe ici. Une nouvelle fois, Escobar propose une reddition. En plus d'une peine de prison indulgente, il exige que Gaviria démantèle Search Block. Sinon, il menace de lancer l'une des plus grandes campagnes d'attentats que le pays ait jamais connues. Mais le président Gaviria sait pertinemment à qui il a affaire. Nous avons refusé de négocier avec lui. Nous lui avons répondu, « Si vous vous rendez, nous garantissons votre sécurité, mais pas question de passer un nouveau marché. »
Bogota, 30 janvier 1993. Une voiture conduite par des hommes de main d'Escobar s'approche du ministère de la Justice. À bord, il y a 100 kilos de dynamite. Mais la cible grouille de policiers. Les hommes décident de renoncer. Ils garent la voiture sur l'avenue 9A, devant une librairie. Ce jour-là, c'est le Dia de los Libros, le jour des livres, une tradition typiquement colombienne. Le nouveau trimestre scolaire va bientôt commencer et les libraires de tout le pays voient affluer les écoliers et leurs parents pour des achats de fournitures. L'explosion laisse un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Il y a 25 morts. Et 70 blessés. Dont beaucoup d'enfants. C'était horrible. Nous étions tous sous le choc. « 250 km plus loin, à Medellín, cet attentat manquait met Escobar dans une colère noire. Même pour un tueur sanguinaire, le massacre d'enfants est inacceptable. Et il sait que cela risque de ternir son image auprès de la population. Le retour de flamme ne se fait pas attendre. 2 jours plus tard, le corps de l'un de ces hommes est trouvé avec un message autour du cou. Il est signé Los Pepes. L'assassinat semble être l'œuvre d'une milice. Les mois suivants, d'autres cadavres mutilés sont découverts. Toutes les victimes travaillaient pour Escobar. Furieux, le plus célèbre des narcotrafiquants abandonne son ambition d'être un héros du peuple et ordonne une nouvelle attaque contre la capitale. Cette fois-ci, ce sera un attentat aveugle, délibérément conçu pour provoquer la peur et le chaos. La bombe fait 11 morts. Il y a 200 blessés. Quand Escobar s'est lancé dans les attentats aveugles, la plupart d'entre nous ont senti une évolution très nette. Il devenait de plus en plus désespéré. La riposte de Los Pepes est immédiate. Le lendemain, la police retrouve le corps supplicié de l'un des avocats d'Escobar et de son fils de 18 ans. Autour de leur cou, un nouveau message crie vengeance. Javier Peña ne sait plus que penser. Après 5 ans de campagne policière, il aura suffi d'une mystérieuse milice pour faire sortir Escobar de ses gonds. Je me demandais qui était ce groupe. Il avait retourné la situation. Escobar était sur la défensive. Il avait peur. Personne ne sait qui sont Los Pepes. Mais une hypothèse circule. Toutes les victimes figurent sur une liste dressée par Search Block, l'équipe formée et entraînée par les Américains. Il y avait beaucoup d'insinuations et de rumeurs disant que certains policiers collaboraient avec eux. L'ambassadeur américain informe le président Gaviria que si cela se vérifie et que des Colombiens font vraiment justice eux-mêmes, les États-Unis cesseront immédiatement de participer aux opérations.
S'il y a le moindre doute sur une éventuelle implication du gouvernement colombien, nous nous en allons. Toute l'assistance que nous vous fournissons disparaîtra du jour au lendemain. Alors que les Américains menacent de se retirer de la partie, la pression qui pèse sur le président Gaviria n'a jamais été aussi forte. Il faut à tout prix capturer Escobar. Le 26 novembre 1993, une nouvelle étape est franchie. On apprend que la femme et les enfants d'Escobar prévoient de quitter le pays. Le président colombien et l'ambassadeur américain comprennent ce que cela signifie. Escobar va jouer le tout pour le tout. Il se préparait pour un combat à mort. Il voulait mettre tous les gens qu'il aimait à l'abri, à l'étranger. Ensuite, qui sait ce qu'il allait faire? Le lendemain, devant les caméras de télévision, des gardes du corps armés escortent la famille Escobar dans l'aéroport de Bogota. Elle monte dans un avion en partance pour Francfort. Quand les siens seront hors de danger, Escobar pourra lancer alors une contre-attaque frontale contre Los Pepes. À l'ambassade américaine, Maurice Busby prend les choses en main. Pendant toute la durée de ce vol, avec le gouvernement colombien, nous avons épuisé tous les recours possibles pour demander aux Allemands de leur interdire l'entrée sur leur territoire. À Medellín, Escobar attend que sa famille soit en sécurité. Les heures passent, mais il n'a aucune nouvelle. Finalement, le ministère de l'Intérieur allemand fait une déclaration officielle. La famille Escobar va être renvoyée en Colombie. Le lendemain, elle est de retour à Bogota. À sa descente d'avion, elle est accueillie par les autorités. Sous bonne garde, elle se rend dans un hôtel du centre-ville, le Tequendama. Des soldats encerclent le bâtiment. Tous les autres clients sont évacués. Maintenant, Gaviria contrôle la seule chose à laquelle Escobar tient vraiment, sa famille. Un piège est tendu. Escobar adorait sa famille. Il l'avait toujours protégée. C'était son talon d'Achille. Si Escobar tente de contacter les siens, Search Block interviendra. « 1er décembre. C'est le 44e anniversaire de Pablo Escobar. Il n'est pas d'humeur à faire la fête. Il vit dans la clandestinité depuis 16 mois. Son empire est en train de s'effondrer. La population n'est plus derrière lui. Il est seul avec son garde du corps et sa sœur. J'ai bien vu que Pablo n'avait plus aucune envie de se battre, et ça m'a fait de la peine. C'était la première fois que je le voyais comme ça. C'était un battant, mais là, il était au bout du rouleau. Les forces du président Gaviria espèrent qu'Escobar ne pourra résister à l'envie de parler à sa famille et qu'il mordra l'hameçon. Effectivement, il appelle l'hôtel de Bogota. Bonjour, hôtel Tequendama. Il a fait ce que nous attendions depuis le début. Il a sorti la tête de son trou et s'est montré. Search Block l'attend de pied ferme, avec des unités d'observation et d'espionnage électronique. À bord des camionnettes, il y a les mêmes équipements de surveillance que dans l'avion de l'armée américaine. L'opération est placée sous le commandement du fils du colonel Martinez, Hugo Martinez Jr. 3 unités captent le signal téléphonique d'Escobar grâce à la reconnaissance vocale. C'est la course contre la montre pour trianguler son emplacement.
Inconscient du piège, le fils d'Escobar, Juan Pablo, décroche le téléphone. Il dit à son père qu'un journaliste veut lui consacrer un reportage. Cet article pourrait brosser un portrait favorable du baron de la drogue. L'orgueil d'Escobar a raison de sa prudence. Ce pourrait être en effet l'occasion de regagner les faveurs du grand public. Il accepte de répondre à des questions et promet de rappeler le lendemain à 14 h. Serge Bloch connaît maintenant l'heure exacte du prochain appel. Le lendemain, 23 soldats d'élite se préparent à affronter l'un des hommes les plus dangereux au monde. Le major Hugo Aguilar dirige le groupe d'intervention. J'ai réuni mes hommes et je leur ai dit d'écrire à leur famille pour leur dire adieu, parce qu'on n'allait probablement pas sortir de là vivant. À 13h41, un peu plus tôt que prévu, Escobar rappelle son fils. Tous deux commencent à passer en revue la liste de questions du journaliste. Il y en a 40 au total. Au sol et dans les airs, l'équipe de surveillance repère le signal et entame la triangulation. Malheureusement, Escobar appelle d'un taxi et le signal bouge en permanence. Escobar est localisé un peu plus précisément. Il est dans une zone de 8 pâtés de maisons dans le sud de Medellín. Dans l'une des camionnettes, Hugo Martinez Jr. continue à traquer le signal en cherchant une position exacte. L'équipe du major Aguilar se déploie. Le baron de la drogue change de téléphone et poursuit sa conversation. Hugo Martinez Jr. identifie une nouvelle fréquence. Il pense avoir localisé un point précis. Visiblement, c'est un centre commercial. Serge Bloch se rend sur place. Nous avions très peur. Nous pensions qu'il serait protégé par plusieurs hommes, prêts à mourir pour lui. Il se disperse au milieu de la clientèle des magasins. Escobar est là, quelque part. L'équipe américano-colombienne n'a jamais été aussi près de Pablo Escobar. À l'aide de systèmes ultramodernes, les autorités ont capté une simple conversation téléphonique qui les a menés jusqu'à un centre commercial. Le major Hugo Aguilar et une équipe de policiers en civil fouillent les lieux. Nous sommes arrivés devant le centre commercial. Les hommes étaient nerveux, mais parfaitement préparés. Escobar est introuvable. Sans le savoir, il a semé ses poursuivants en bougeant constamment. Dans la camionnette, devant son écran de contrôle, Hugo Martinez Jr. est perplexe. Escobar est toujours en ligne. Le narcotrafiquant et son garde du corps entrent dans une planque. Martinez étudie le signal de plus près et remarque des interférences. La position est peut-être erronée. Escobar continue à parler. Tandis que Martinez descend une rue voisine, le signal se renforce. Escobar doit être tout près. La camionnette tourne à l'angle.
Martinez aperçoit un homme au téléphone sur une terrasse. Impossible de se tromper. C'est bien lui. Par radio, il envoie la position d'Escobar à Hugo Aguilar. 3 minutes plus tard, Search Block est sur place. Escobar parle toujours à son fils. L'équipe entre dans le bâtiment. Le major Aguilar est l'un des premiers à l'intérieur. Je l'ai entendu. Il était toujours au téléphone. Nous étions tous très nerveux. Pablo Escobar a réalisé qu'on montait les escaliers. Il a dit « Il y a un problème, je te rappelle ». Il a dégainé. J'ai ouvert le feu. L'unique garde du corps d'Escobar riposte. Il est abattu. Escobar se précipite vers la fenêtre. Dans la rue en contrebas, les hommes de Search Block sont en position. Aguilar est juste derrière Escobar. L'homme sur le toit est atteint par 3 balles, dont une à la tête. Cela faisait des années que je voyais sa photo. Donc j'ai su que c'était bien Pablo Escobar. C'était la fin du règne de ce grand criminel psychopathe qui avait fait tant de dégâts dans le pays et dans le monde. La mort du plus puissant patron de cartel de Colombie est le point final de 16 mois de traque. La campagne de terrorisme d'Escobar a coûté la vie à 127 civils et fait 680 blessés. 147 policiers sont morts rien qu'à Medellín. Quelques minutes après la fusillade, Marina Escobar arrive sur place avec sa mère. C'était très triste. Ils ont amené son corps et je lui ai fermé les yeux en le remerciant pour tout ce qu'il avait fait pour nous. C'était fini. Je suis intimement persuadé que c'était un fou dangereux. C'était un assassin de la pire espèce, dénué de tout scrupule. Je n'ai exprimé aucune satisfaction. Il est mort pour avoir tenté de résister aux autorités. Je ne pourrai jamais me réjouir de la mort d'un être humain. Le lendemain de sa mort, Escobar est enterré à Medellín. Des milliers de Colombiens viennent lui rendre hommage. Aujourd'hui encore, en raison de sa générosité envers les déshérités, beaucoup d'habitants de sa ville natale le considèrent toujours comme un héros. Après la mort d'Escobar, des cartels rivaux et des milices de guérilleros ont repris le contrôle du trafic de la drogue. La Colombie produit toujours 75% de la cocaïne mondiale. Et des Colombiens innocents en payent toujours le prix fort. Tant que nous n'aurons pas une génération qui ne consomme pas de drogue, nous aurons ce problème. Les États-Unis poursuivent leur guerre contre les narcotrafiquants.